En février 1926, au cœur d'un hiver anormalement froid, la poste centrale de Clermont-Ferrand reçut une lettre sans timbre, sans adresse d'expéditeur, simplement glissée parmi les autres envois officiels. Et ce détail aurait pu passer inaperçu si l'enveloppe n'avait pas été scellée avec de la cire noire, portant un symbole ancien que plus personne n'utilisait depuis des décennies. La lettre était destinée à un homme qui, officiellement, n'existait plus. Paul Desmarais, déclaré mort en 1919 après l'effondrement d'une galerie de mines dans le Massif central. Et pourtant, 6 ans plus tard, son nom réapparaissait, écrit d'une main sûre, sans tremblement, comme si l'auteur avait une certitude absolue qu'il serait encore en mesure de lire ces mots. Le chef de bureau, intrigué, autorisa l'ouverture administrative, et à l'intérieur se trouvait une unique feuille jaunie où une phrase était inscrite, simple, presque vide de sens pour qui n'en connaissait pas le contexte. Ils ont menti. Tu n'as jamais quitté la montagne. L'affaire aurait pu s'arrêter là, classée comme une plaisanterie de mauvais goût. Si 2 jours plus tard, une seconde lettre, rigoureusement identique dans sa présentation, n'avait été déposée dans un autre bureau de poste à plus de 100 km de là, cette fois adressée à une femme nommée Jeanne Valmont, veuve reconnue du même Paul Desmarais. Elle s'évanouit en lisant le contenu, non à cause de la phrase, qui était la même, mais parce qu'au bas de la page figurait un détail que personne n'aurait pu connaître. L'emplacement exact d'une cicatrice effacée, qu'elle seule avait vue, des années plus tôt, sur le flanc de son mari. La gendarmerie ouvrit une enquête discrète, d'abord limitée à une possible usurpation d'identité. Mais très vite, les faits s'accumulèrent d'une manière trop précise pour relever du hasard. Un 3e courrier, puis un 4e, tous porteurs de variations à peine perceptibles de la même affirmation, arrivèrent dans des villes différentes, toujours liés à d'anciens ouvriers de la même mine, tous officiellement morts ou portés disparus depuis l'accident de 1919. Les lettres n'étaient pas menaçantes, elles ne réclamaient rien, ne demandaient aucune réponse, mais chacune ajoutait en détail intime, un souvenir exact, une phrase prononcée dans l'obscurité des galeries, un serment échangé sous terre, une promesse faite à la lueur des lampes à carbure, comme si quelqu'un, quelque part, avait conservé la mémoire entière de ces hommes supposés ensevelis. Lorsque l'inspecteur Émile Vauclair fut chargé de rassembler ces éléments, il comprit très vite qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de survivalisme ordinaire, ni d'un simple canular. Les dates, les lieux, la concordance parfaite des souvenirs, tout pointait vers une connaissance interne des événements, une connaissance qui n'aurait pu survivre que si au moins une personne avait réellement quitté la mine en vie ce jour-là. En consultant les rapports d'archives, il découvrit que le tunnel effondré n'avait jamais été entièrement dégagé par décision administrative pour éviter un nouveau glissement, et que 16 corps étaient restés officiellement inaccessibles, jamais identifiés, jamais rendus aux familles. L'État avait clos le dossier sur une compensation financière et un silence collectif. Mais les lettres, elles, refusaient ce silence. Pire encore, l'une d'elles, la 5e, reçue dans un petit village de l'Allier, contenait non plus une phrase, mais un plan grossier tracé en encre pâle, représentant un réseau de galeries qui n'apparaissait sur aucune carte officielle, avec un point encerclé et 3 mots écrits au-dessous « Nous sommes encore ici ». À partir de cet instant, Vauclair sut que l'enquête ne cherchait plus à comprendre le passé, mais à affronter quelque chose qui persistait dans le présent. En secret, il se rendit sur les hauteurs de l'ancienne exploitation, aujourd'hui envahie par la végétation, officiellement condamnée, gardée seulement par une barrière métallique rouillée et un panneau avertissant d'un risque d'effondrement permanent. Pourtant, à son arrivée au crépuscule, il éprouva immédiatement une sensation troublante. La montagne n'était pas silencieuse de la manière ordinaire. Elle produisait un souffle lent, rythmique, presque régulier, comme si un vaste corps enfoui respirait encore sous la roche. En s'approchant de l'entrée principale, il aperçut sur la pierre le même symbole que celui de la cire noire des lettres, gravé récemment, net, sans trace d'érosion.
preuve que quelqu'un venait encore jusqu'ici malgré l'interdiction officielle. Il n'entra pas ce soir-là. Il nota simplement l'emplacement exact, certain que ce qu'il venait de voir remettait en cause non seulement le récit de l'accident, mais toute la version officielle construite depuis 7 ans. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, Jeanne Valmont, toujours sous le choc, reçut une dernière lettre, plus épaisse que les autres, contenant non plus une phrase, mais une page entière de récits décrivant avec exactitude absolue la nuit précise où elle avait fait ses adieux à Paul, les vêtements qu'il portait, la façon dont il avait hésité sur le seuil, et surtout une phrase finale qui changeait tout. « Je ne suis jamais mort, Jeanne. J'ai simplement été retenu. » 10 peurs obscures et de son passé, et de cette décision de retourner dans cette mine abandonnée qui avait englouti son ami et son amour. L'inspecteur Vauclair poursuivait son enquête en rassemblant les témoignages des familles des anciens mineurs. Découvrant que plusieurs d'entre elles avaient reçu des courriers semblables, mais n'osaient pas en parler par crainte du ridicule ou par peur de rouvrir des blessures trop anciennes. Et toutes répétaient la même chose. Les lettres contenaient des détails d'une précision si intime qu'aucun étranger n'aurait pu les inventer, des phrases dites sous terre, des gestes anodins accomplis dans l'obscurité, des accords tacites conclus au fond des galeries. L'une des veuves montra même à Vauclair un petit caillou gris joint à l'enveloppe, identique à ceux que l'on retirait jadis du charbon, et affirma que ce caillou avait été donné autrefois à son mari par Paul lui-même comme porte-bonheur. L'inspecteur comprit alors que ces lettres n'étaient pas de simples messages, mais des preuves matérielles que quelque chose ou quelqu'un avait survécu à l'effondrement de la mine, enfermé dans des galeries que l'on avait volontairement abandonnées. En consultant les rapports techniques de 1919, il découvrit une anomalie. Les derniers relevés de pression avant l'accident indiquaient l'existence d'un vaste réseau secondaire non cartographié, creusé à la hâte pendant la guerre pour extraire du charbon à un rythme accéléré, puis scellé dans l'urgence lorsque l'administration décida de réorganiser l'exploitation. Officiellement, ce réseau n'existait plus, mais officieusement, aucun ingénieur ne pouvait garantir qu'il n'était pas encore accessible par des conduits effondrés seulement en surface. Cette révélation transforma la nature même de l'enquête. Il ne s'agissait plus d'un mystère épistolaire, mais potentiellement d'un groupe d'hommes enfermés depuis des années sous une montagne, survivant dans un isolement total, hors du temps, hors de toute trace officielle. De son côté, Jeanne, incapable de rester seule avec ses pensées, se rendit à la gendarmerie et exigea de voir l'inspecteur, posant sur son bureau la lettre la plus détaillée de toutes, celle où Paul racontait leur dernière nuit. Et Vauclair, en lisant ces lignes, sentit son propre doute vaciller, car les souvenirs décrits correspondaient exactement aux témoignages recueillis dans les archives judiciaires, à l'époque de l'accident, jusqu'à la couleur exacte du foulard que Jeanne portait ce soir-là. À cet instant précis, tous deux comprirent que l'affaire ne pouvait plus être contenue dans les murs d'un commissariat, et leur décision fut prise presque sans parole. Ils devaient retourner à la mine ensemble, non pas pour vérifier une hypothèse, mais pour affronter ce qui demeurait enfoui depuis 1919. La nuit suivante, ils se retrouvèrent devant la barrière rouillée, éclairée par leurs lampes électriques, tandis que le vent montait lentement des pentes, produisant ce même souffle régulier que Vauclair avait déjà perçu, un souffle trop constant pour être seulement celui du hasard.
Jeanne posa la main sur la pierre froide à côté de l'entrée principale et sentit sous ses doigts une vibration imperceptible, comme si la roche elle-même conservait un écho lointain de voix humaines. À l'aide d'un vieux plan retrouvé dans les archives, ils localisèrent un accès secondaire dissimulé par un éboulement ancien, partiellement dégagé par des traces récentes de passage, preuve que quelqu'un venait régulièrement jusqu'ici. En s'enfonçant dans la galerie, ils remarquèrent que certaines poutres de soutènement avaient été remplacées par des structures artisanales, faites de bois brut, taillées à la main, signe d'une activité humaine prolongée. Plus ils avançaient, plus l'air se chargeait d'humidité et de chaleur, et au bout de plusieurs centaines de mètres, ils découvrirent un couloir étroit qui ne figurait sur aucun plan officiel, entièrement recouvert de symboles gravés dans la roche, identiques à ceux de la cire noire des lettres, comme si un langage secret s'était développé dans l'obscurité au fil des années. Soudain, un bruit métallique résonna devant eux, net, volontaire, et une voix masculine rauque s'éleva de l'ombre prononçant le prénom de Jeanne avec une hésitation qui brisa toute illusion. Vauclair leva son arme, Jeanne retint son souffle, et la silhouette s'avança lentement dans le faisceau de lumière, révélant un visage amaigri, marqué par le temps, mais terriblement familier, car sous la barbe et les rides, elle reconnut sans le moindre doute les traits de Paul, vieilli non pas par 7 ans, mais par une durée impossible à mesurer, comme si le temps n'avait pas obéi aux mêmes règles sous la montagne. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Paul murmura simplement « Ils savent que vous êtes ici », et derrière lui, dans les galeries, des échos de pas commencèrent à se multiplier. Jeanne sentit ses jambes faiblir à la vue de Paul, car ce qui se tenait devant elle ressemblait à l'homme qu'elle avait aimé, mais portait sur son visage des années qui n'auraient jamais dû exister, une fatigue si ancienne qu'elle semblait venir d'un autre monde. Et tandis qu'elle s'avançait d'un pas tremblant pour prononcer son nom, Vauclair comprit immédiatement que la situation leur échappait déjà, car derrière Paul, dans l'obscurité mouvante des galeries, d'autres silhouettes se dessinaient lentement, hésitantes, comme surprises d'être enfin vues par des yeux venus de l'extérieur. Paul leva la main dans un geste d'avertissement et murmura que le temps leur était compté, que les galeries supérieures n'étaient pas sûres, que quelque chose montait avec eux depuis l'effondrement, une chose qui n'avait pas de forme fixe, mais qui se manifestait par des glissements de pierre, des souffles trop chauds et des vibrations dans l'os même de la montagne, et que ceux d'en bas avaient appris à reconnaître ces signes bien avant qu'elles ne s'approchent. Jeanne voulut poser 1000 questions, mais Paul la fit taire d'un regard si grave qu'elle comprit instinctivement que chaque mot prononcé ici résonnait bien au-delà de leur propre voix. Il expliqua alors, à voix basse, que tous les hommes déclarés morts dans l'accident de 1919 avaient survécu dans une poche de galerie scellée par l'éboulement principal, qu'ils avaient attendu des mois en rationnant l'eau, la nourriture, la lumière, croyant qu'on viendrait les chercher, mais qu'au fil des semaines, ils avaient compris que l'administration avait volontairement abandonné cette zone, car la structure menaçait de s'effondrer de nouveau et qu'un sauvetage aurait mis en péril tout le bassin minier. Abandonnés officiellement, ils avaient dû s'organiser, creuser, détourner de l'eau, recycler l'air comme ils le pouvaient, et peu à peu, sous la terre, une société s'était formée, avec ses règles, ses silences, ses transmissions orales, et surtout une certitude commune. Le monde du dessus les avait effacés pour préserver sa propre stabilité. Vauclair, bouleversé, prit des notes mentales, comprenant que s'il ressortait vivant d'ici, l'affaire dépasserait tout ce qu'il avait connu. Mais Paul secoua la tête comme s'il lisait dans ses pensées et ajouta que ce n'était pas l'abandon qui avait été le plus terrible, mais ce qui était venu ensuite, car avec les années, la montagne avait commencé à réagir à leur présence, à modifier ses sons, ses pressions, ses échos, et certains d'entre eux avaient commencé à entendre des voix qui n'appartenaient à aucun homme. Ces voix leur auraient appris comment survivre plus longtemps, où creuser, quels conduits éviter, mais à un prix. La montagne demandait en échange des noms, des souvenirs, parfois même des visages, comme si elle se nourrissait d'identité humaine.
Plusieurs hommes avaient disparu au fil des années, non dans des éboulements, mais en suivant volontairement ces voies vers des galeries dont personne ne revenait. Paul avoua alors que les lettres envoyées à la surface n'étaient pas seulement un appel à l'aide, mais aussi un avertissement, car ceux d'en bas avaient compris que la montagne préparait quelque chose, un retour, un reflux, une remontée lente vers la surface, rendue possible par les réseaux secondaires oubliés. Les symboles gravés sur la pierre n'étaient pas un langage religieux, mais des repères pour se souvenir de qui l'on était avant que la montagne ne commence à effacer les noms. Jeanne éclata en sanglots en entendant cela, comprenant que Paul n'avait jamais cessé de lutter, même dans l'obscurité, pour rester lui-même, pour se souvenir d'elle, tandis que Vauclair, de plus en plus inquiet, demanda combien d'hommes vivaient encore ici. Paul hésita, puis répondit qu'il n'était plus qu'une poignée, moins d'une dizaine, car les autres avaient été repris par la montagne. À cet instant précis, un grondement profond parcourut la galerie, plus puissant que les simples vibrations précédentes, et tous se figèrent, car ce bruit signifiait que quelque chose venait d'être déplacé, non par un éboulement naturel, mais par une force interne, lente, méthodique. Paul leva les yeux vers la voûte et murmura que le temps de rester caché touchait à sa fin, que la montagne avait senti l'arrivée de Jeanne et de l'inspecteur et qu'elle ne les laisserait pas repartir aussi facilement. Des pas commencèrent alors à résonner dans l'obscurité des galeries supérieures, trop réguliers pour être ceux d'un éboulement, trop nombreux pour appartenir aux survivants, et Vauclair comprit avec une clarté glaciale que ceux qui montaient vers eux n'étaient peut-être pas seulement composés de chair et d'os, mais de souvenirs, de voix et de fragments d'hommes disparus, et que la mine, depuis toutes ces années, n'était pas seulement un tombeau, mais une mémoire vivante qui refusait d'être oubliée. Le grondement qui venait de parcourir la montagne ne s'éteignit pas immédiatement. Il se transforma en une série de vibrations lentes, presque régulières, comme une respiration profonde qui remonterait depuis les entrailles même de la roche. Et Paul, le visage soudain durci par une détermination que Jeanne ne lui avait jamais connue autrefois, leur fit signe de se replier vers une galerie latérale dont l'entrée était dissimulée derrière un rideau de planches grossièrement assemblées, car selon lui c'était le seul endroit où les échos devenaient confus, où la montagne perdait momentanément sa capacité à écouter les vivants. En s'y engouffrant, Vauclair sentit immédiatement la différence d'acoustique, comme si les sons se brisaient en fragments désordonnés contre les parois étroites, et il comprit pourquoi les survivants avaient choisi cet endroit comme refuge temporaire. Paul expliqua à voix basse que cette galerie avait été creusée bien avant l'accident, à l'époque où la mine servait aussi de passage clandestin pour des cargaisons non déclarées et que sa structure irrégulière perturbait les ondes de résonance utilisées par la montagne pour se repérer. Autour d'eux, à la lueur tremblante des lampes, apparaissaient les visages des autres hommes réfugiés là, tous marqués par des années d'obscurité, certains à peine reconnaissables, mais chacun portant dans ses traits la même fatigue ancienne, la même vigilance constante. L'un d'eux, un ancien contremaître, expliqua à Vauclair qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises de remonter vers la surface au fil des années, mais que chaque tentative avait été suivie d'une réaction de la montagne, un effondrement ciblé, un déplacement de galerie ou la disparition inexpliquée de l'un des leurs, comme si quelque chose cherchait à maintenir un équilibre précis entre ceux qui restaient et ceux qui tentaient de partir. Jeanne, bouleversée, demanda pourquoi Paul avait pris le risque d'envoyer les lettres, sachant que cela attirerait inévitablement l'attention. Il répondit que la montagne avait changé récemment, que ses réactions étaient devenues plus lentes, moins précises, comme si sa mémoire s'affaiblissait, et qu'il y avait une fenêtre, peut-être la dernière, pour briser le cycle avant que ceux qui vivaient ici ne trouvent un nouveau moyen de se nourrir des identités humaines. Vauclair nota mentalement cette idée d'un affaiblissement, d'une entité liée au souvenir plus qu'à la matière, et comprit que ce qu'ils affrontaient n'était pas un simple phénomène géologique, mais une force née de l'accumulation de vies effacées, d'histoires interrompues, d'hommes sacrifiés au silence administratif. Soudain, un cri résonna à l'extrémité de la galerie, bref, étouffé, suivi d'un choc sourd, et tous se figèrent, car ce son venait de la direction de la galerie principale, celle qu'ils venaient tout juste de quitter.
Paul murmura que l'un des leurs, posté comme veilleur, n'avait pas eu le temps de se replier, et cette simple phrase pesa sur le groupe comme une condamnation muette. Les silhouettes sombres dans l'obscurité se resserrèrent instinctivement, chacun tenant sa lampe comme un talisman dérisoire, tandis que le sol sous leurs pieds vibrait désormais avec une régularité inquiétante, comme si quelque chose avançait, non pas en rampant, mais en se reconfigurant autour d'eux, pierre par pierre, souvenir par souvenir. Jeanne sentit alors une sensation étrange l'envahir, un souffle chaud contre sa nuque, presque tendre, accompagné d'un murmure qui me passa ni par l'air ni par le son, mais directement par sa pensée. Une voix qui imitait celle de Paul, celle qu'elle connaissait avant la catastrophe, prononçant son prénom avec la douceur d'autrefois. Elle comprit avec horreur que la montagne avait appris à reproduire les êtres humains à partir des souvenirs qu'elle leur arrachait. Vauclair, observant son trouble, réalisa à son tour que l'entité n'attaquait pas frontalement, mais séduisait, attirait, désarmait par la reconnaissance affective, comme un piège façonné à partir des plus anciennes attaches émotionnelles. Les vibrations se rapprochaient, les pas multiples résonnaient désormais en unisson dans plusieurs galeries voisines, et Paul déclara qu'il n'avait plus le choix. Il devait soit tenter la remontée vers la surface immédiatement, soit rester et être lentement absorbé par ce qui grandissait sous la montagne. À cet instant précis, une brèche s'ouvrit brusquement dans la paroi opposée, libérant un courant d'air violent chargé de poussière et de chaleur, comme si un conduit scellé venait d'être forcé de l'intérieur, et dans la tempête de débris, une forme indéfinissable se dessina brièvement, composée de couches d'ombre et de fragments de voix entremêlés avant de se dissoudre à nouveau dans l'obscurité. Paul hurla qu'il devait courir et le groupe s'élança dans le tunnel étroit, poursuivi non par un corps précis, mais par une pression mouvante qui semblait se propager à travers la roche elle-même, transformant la montagne en une chose éveillée, attentive et désormais hostile. La fuite dans le tunnel étroit se transforma rapidement en une course contre quelque chose qui ne possédait ni forme stable, ni visage fixe, mais dont la présence se manifestait par la déformation même de l'espace autour d'eux. Car à chaque virage, à chaque bifurcation, la roche semblait se contracter légèrement, comme si la montagne tentait de refermer sur eux ses propres parois. Et Paul, courant en tête malgré la fatigue qui courbait sa silhouette, guidait le groupe vers ce qu'il appelait le passage ancien, un conduit presque effacé des mémoires, creusé bien avant l'exploitation moderne, à une époque où l'on descendait sous terre sans plan précis, guidé seulement par l'instinct et la peur. Jeanne, haletante, peinait à maintenir le rythme, son esprit partagé entre la terreur de ce qui les poursuivait et l'irréalité de se trouver là, sous des tonnes de roches, à courir aux côtés d'un homme qu'elle avait pleuré pendant 7 ans, tandis que Vauclair, malgré la panique, registrait chaque détail avec une lucidité terrible, comprenant que si aucun d'eux ne survivait, ce qui se jouait ici resterait à jamais enfoui sous une version officielle déjà fausse. Le tunnel se rétrécit brutalement, forçant le groupe à avancer presque de profil, les lampes projetant des ombres déformées qui se superposaient au relief de la pierre, donnant parfois l'illusion que d'autres silhouettes couraient avec eux, juste hors du champ de vision. Derrière, la pression mouvante continuait de progresser, non pas à la manière d'un être qui chasse, mais comme une marée intérieure, une onde lente qui avalait les galeries les unes après les autres. Paul cria soudain de s'arrêter, pointant du doigt une ouverture basse dissimulée derrière un effondrement partiel, le passage ancien. L'accès était presque entièrement obstrué par des pierres entassées au fil des années, mais un courant d'air froid en émanait, signe que le conduit menait encore quelque part. Sans perdre de temps, il commençait à dégager l'entrée à main nue dans une panique silencieuse. Chaque pierre déplacée semblait réveiller davantage la montagne autour d'eux, car les vibrations s'intensifiaient à mesure que le passage se libérait, comme si l'entité sentait qu'il touchait à une issue qu'elle n'avait pas complètement refermée.
L'un des survivants, un homme plus âgé que les autres, s'effondra soudain, submergé par l'épuisement, et pendant une fraction de seconde, Jeanne crut voir l'ombre de quelqu'un se pencher vers lui, reproduisant à la perfection les traits de son propre frère disparu depuis l'enfance. Mais Paul la repoussa violemment, en criant de ne pas regarder, de ne jamais regarder ce que la montagne montre quand elle sent qu'une proie lui échappe. Le passage ancien fut enfin ouvert suffisamment pour qu'une personne puisse s'y glisser. Et Paul ordonna à Jeanne et à Vauclair de passer en premier, car selon lui, ce conduit ne resterait stable que quelques instants. En rampant dans l'obscurité étroite, Jeanne sentit sous ses mains une roche plus lisse, presque polie par des générations de passages clandestins, et surtout une sensation nouvelle, le souffle de l'air extérieur, lointain, faible, mais indéniablement réel. Derrière elle, les survivants s'engouffraient un après l'autre, tandis que les vibrations autour de l'ouverture devenaient si fortes que des fragments de pierre se détachaient du plafond, tombant comme une pluie sèche. Vauclair se retourna brièvement et aperçut un spectacle qu'il ne parvint jamais à décrire clairement ensuite. Non pas une créature distincte, mais une convergence d'échos, de voix incomplètes, assemblées comme un reflet brisé de l'humanité abandonnée sous la montagne, avançant par glissements successifs, comme portés par la mémoire même des galeries. Lorsque Paul s'apprêtait à passer à son tour, une secousse plus violente secoua le tunnel, projetant Jeanne contre la paroi et coupant net la progression du groupe. Le passage ancien se mit à se refermer lentement, non pas par un effondrement brutal, mais par un déplacement progressif des pierres, comme une mâchoire minérale qui se referme. Paul croisa une dernière fois le regard de Jeanne à travers l'ouverture qui se rétrécissait, et dans ses yeux, elle ne lut ni la peur ni le regret, mais une forme de paix étrange, comme s'il avait compris que certains rôles ne s'achèvent pas par une fuite. Il cria quelque chose qu'elle n'entendit pas à cause du fracas de la roche, puis l'ouverture disparut complètement dans un grondement sourd, tandis que derrière eux, les galeries se taisaient soudain, comme si la montagne venait de se rendormir après avoir repris ce qui lui appartenait. Jeanne et Vauclair rampèrent de longues minutes dans l'obscurité étroite du passage ancien, guidés uniquement par le souffle d'air froid qui devenait peu à peu plus net, plus libre, jusqu'au moment où la roche sous leurs doigts changea soudain de texture, passant de la pierre humide à une terre meuble mêlée de racines, signal silencieux qu'ils approchaient enfin de la surface. Et lorsque Jeanne émergea la première dans l'air nocturne, elle s'effondra à genoux, suffocant, les poumons brûlants, tandis que derrière elle, Vauclair s'extirpait à son tour, le visage couvert de poussière, le regard encore hanté par ce qu'ils laissaient derrière eux. Ils se trouvaient à près de 3 kilomètres de l'entrée officielle de la mine, dans une clairière dissimulée par les arbres, un ancien point d'aération oublié des cartes modernes, et autour d'eux, la montagne semblait redevenue immobile, silencieuse, comme si rien ne s'était jamais produit sous des décennies de roches. Jeanne resta longtemps à fixer la pente sombre d'où il venait, incapable d'accepter que Paul n'en sortirait plus. Et pourtant, une part d'elle savait qu'il avait choisi de rester, non comme une victime, mais comme le dernier rempart, celui qui comprenait mieux que quiconque la logique de ceux qui vivaient là-dessous. Les jours suivants furent confus, mêlés d'interrogatoires, de médecins, de rapports techniques et de murmures étouffés, car Vauclair reproduisit fidèlement tout ce qu'il avait vu et entendu, décrivant l'existence des survivants, les galeries secondaires, les symboles, les lettres, et même cette chose indistincte faite de voix et de souvenirs. Mais très vite, l'administration choisit une autre version. On parla d'hallucinations dues au manque d'oxygène, de traumatisme psychologique, de confabulation nourrie par le chagrin et la culpabilité. La présence d'hommes sous la montagne pendant toutes ces années fut jugée matériellement invérifiable, et l'affaire fut classée, une fois encore, sous la même chape de silence que celle de 1919. Jeanne reçut un acte de décès définitif pour Paul, cette fois sans cérémonie, sans tombe, seulement une signature au bas d'un document qui scellait officiellement ce qu'elle savait pourtant être faux. Quelques mois plus tard, la mine fut définitivement murée par décision préfectorale, les accès bétonnés,
les anciens puits comblés, et des soldats furent brièvement déployés pour s'assurer qu'aucune tentative d'intrusion ne serait possible. Mais la nuit même de la fermeture, des habitants des villages voisins affirmèrent avoir entendu un grondement sourd remonter des entrailles de la montagne, non comme un éboulement, mais comme une longue expiration. Et certains jurèrent avoir perçu, porté par le vent, un écho de voix multiples, indistinctes, qui murmurait des noms à peine reconnaissables. Vauclair poursuivit sa carrière, mais il n'accepta jamais les versions officielles qu'il avait lui-même été contraint de signer. Des années plus tard, dans un carnet personnel retrouvé après sa mort, on découvrit qu'il avait noté chaque rêve qu'il faisait à propos de la mine, car dans tous, il entendait la même phrase répétée avec une patience inlassable. « Nous s'en voulons pas sortir. Nous voulons être rappelés. » Quant à Jeanne, elle quitta la région, reconstruisit une autre vie, mais conserva toujours la dernière lettre de Paul, celle qu'il avait écrite avant leur rencontre sous terre, car au dos, il avait ajouté une phrase qu'elle n'avait comprise que bien plus tard. « Tant qu'on se souvient de nous, la montagne ne gagne jamais tout à fait. » Des décennies après, lorsque les archives de l'accident de 1919 furent partiellement déclassifiées, aucun mot ne faisait mention des galeries secondaires, des survivants, ni des lettres, comme si toute une réalité avait été soigneusement effacée de l'histoire officielle. Pourtant, certains soirs d'hiver, lorsque le vent souffle dans une direction bien précise, les anciens du pays affirment qu'on peut encore entendre, venant du flanc de la montagne, un battement régulier, lent, profond, semblable à une respiration, et ceux qui l'écoutent trop longtemps disent ressentir une sensation étrange, comme si quelqu'un, quelque part sous la roche, attendait encore qu'on prononce son nom.